Chaque après-midi, Miss Hopkins était à la bibliothèque. Elle flottait sur ses jambes blanches parmi les plis de ses robes amples dans une atmosphère de livres et de fraîches pensées. J'observais, comme un faucon. Aucun de ses gestes ne m'échappait. Alors, un grand jour est arrivé. Quel jour ça a été! Dissimulé dans la pénombre des étagères obscures, je l'observais. Debout derrière son bureau comme un soldat, elle tenait un livre, les épaules baissées, le visage si doux et si grave, et ses yeux gris suivaient le sentier battu des lignes imprimées. Mon regard était si intense et affamé qu'elle a sursauté. Elle a soudain levé les yeux et blêmi en percevant la proximité d'une horrible menace. Je l'ai vue humecter ses lèvres, puis me suis retourné. Un peu plus tard, je l'ai encore regardée. C'était magique. Elle a frissonné, jeté des regards gênés autour d'elle, passé ses longs doigts sur sa gorge, soupiré, puis repris sa lecture. J'ai laissé quelques secondes s'écouler, puis je l'ai encore regardée. Elle tenait toujours son livre. Mais qu'était ce livre? Je l'ignorais, mais savais en revanche que je devais l'avoir pour que mes yeux suivent le chemin que ses yeux avaient suivi avant moi. Dehors, c'était le soir, le soleil jetait de l'or sur le sol. Ses jambes blanches, silencieuses comme des fantômes, ont traversé la bibliothèque vers les fenêtres et elle a relevé les stores. Dans sa main droite se balançait ce livre qui frottait contre sa robe tandis qu'elle marchait. Il touchait ses mains, les immortelles mains blanches de Miss Hopkins, pressées contre la chaude douceur blanche de ses doigts serrés. Quel livre! Je devais avoir ce livre. Seigneur, je le désirais pour le tenir, l'embrasser, l'écraser contre ma poitrine. Ce livre tout droit sorti de ses mains et qui portait peut-être encore la marque même de ses doigts chauds. Qui sait? Peut-être transpire-t-elle des doigts en lisant. Magnifique. Alors, sa marque est sur le papier. Je dois la voir. J'attendrai ce qu'il faudra. Moyennant quoi, j'ai attendu jusqu'à 7 heures en observant comment elle tenait son livre, l'exacte position de ses merveilleux doigts si minces et blancs, légèrement à l'écart de la reliure du dos, à 2 centimètres du bas, son parfum pénétrant sans doute ses pages et les parfumant à mon intention. Enfin, elle l'a terminé. Elle l'a porté vers les étagères, puis rangé au rayon des biographies. Je me suis approché lentement. Ah, le voilà, le plus beau livre que j'ai jamais vu, plus gros que tous les autres du même rayon. Un livre parmi les livres, la reine incontestée de la biographie, la princesse de la littérature, le livre à reliure bleue, Catherine d'Aragon. C'était donc ça, une reine lit la vie d'une autre reine. Quoi de plus normal? Et puisque ses yeux gris avaient cheminé le long de ces lignes, les miens ne tarderaient pas à leur emboîter le pas. Je dois la voir, mais pas aujourd'hui. Demain, je viendrai, oui, demain. Alors l'autre bibliothécaire, la grosse laide, sera là. Il sera à moi, rien qu'à moi. Mais en attendant cette heure bénie, j'ai caché le livre derrière d'autres pour que personne ne puisse le prendre pendant mon absence. Le lendemain, je suis arrivé de bonne heure, à 9 heures pile. Catherine d'Aragon, une femme merveilleuse. La reine d'Angleterre, la compagne de lit d'Henri VIII. Bon, cela, je le savais déjà, sans nul doute. Miss Hopkins avait découvert dans ce livre la vie intime de Catherine et d'Henri.
Ces passages traitant de l'amour ont-ils ravi Miss Hopkins? Son dos a-t-il frissonné? A-t-elle respiré plus fort? Sa poitrine s'est-elle gonflée? Une mystérieuse démangeaison a-t-elle agacé ses doigts? Bien sûr que oui. Et qui sait, elle a peut-être même hurlé de joie et senti un étrange bouleversement au tréfonds de son être, l'appel de la féminité. Oui, aucun doute là-dessus, oui, oui. Quelle merveille, quelle beauté à méditer longuement. J'ai donc tendu le bras vers le livre, puis je l'ai pris à deux mains. Voilà. Dire qu'hier seulement elle l'avait tenu entre ses doigts chauds et qu'aujourd'hui ils étaient miens. Il était mien. Merveilleux, un acte du destin, un miracle de succession. Quand nous serons mariés, j'en parlerai à Miss Hopkins. Nous serons allongés nus au lit. J'embrasserai ses lèvres, j'aurai un léger sourire de triomphe et je lui dirai que j'ai vraiment commencé à l'aimer le jour où je l'ai vu lire certains livres. Et je rirai encore, mes dents blanches scintilleront, mes yeux noirs romantiques jetteront des éclairs et je lui avouerai enfin la vérité de mon éternel et brûlant amour. Alors elle se serra contre moi, ses beaux seins plantureux et blancs toucheront mon buste, et les larmes ruisselleront sur son visage tandis que je l'emporterai sur d'interminables vagues d'extase. Quelle journée! J'ai approché le livre de mes yeux en cherchant la trace de ses doigts blancs à 2 centimètres du bas de la reliure. Il y avait bel et bien des empreintes digitales. Elles appartenaient peut-être à d'autres, mais pour moi, c'était celle de Miss Hopkins. Je les ai embrassées en marchant vers le parc. En fait, je les ai tellement embrassées qu'elles se sont toutes brouillées pour former une tache bleue humide, tandis que je goûtais sur mes lèvres la saveur douceâtre de la teinture bleue. Dans le parc, j'ai rejoint mon endroit préféré et je me suis mis à lire. C'était un texte de John Fante dans La route de Los Angeles. Bah oui, c'était toi qui devais le dire, Félix, mais du coup, voilà. Dans La route de Los Angeles, traduit de l'américain par Brice Mathieu-San aux éditions Bourgois, excusez-moi. Alors, Alexandre. J'ai entendu de choses étonnantes. On a entendu des lecteurs nous dire à quel point la lecture était un acte totalement solitaire, de renfermement, et pourtant qu'il les mettait en contact avec parfois des terrains, des territoires, des époques très lointaines. Un premier paradoxe très étonnant. C'est tout à fait troublant, cette manière que la communication littéraire a à la fois d'être ce silence, ce moment où on est inaccessible aux plus proches, et en même temps celui où, dans ce moment d'inaccessibilité, eh bien, on peut être aussi loin, je ne sais pas moi, que le premier grand texte littéraire, que l'épopée de Gilgamesh, ou qu'on peut rêver avec Achille. Donc il y a quelque chose de très troublant. De même, ces lecteurs qui nous disaient qu'à la fois la lecture les rendait eux-mêmes et les rendait différents. Ça m'a beaucoup troublé. À la fois, ils étaient jamais autant eux-mêmes que dans ce moment, mais ce moment était un moment où ils se déplaçaient dans d'autres êtres, dans d'autres imaginations, dans d'autres époques. Et je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait troublant pour nous. C'est une opération mentale assez extraordinaire, si on y pense, que celle qui nous permet comme ça de nous déplacer. Il y a une vieille légende que j'aime beaucoup, qui est racontée par Stern, qui est racontée ensuite, qui est reprise par les théoriciens de la fiction, mais je pense qu'il fait vraiment sens, qui raconte que, en fait, au début, dans l'Antiquité, les êtres humains avaient une petite fenêtre au niveau du front, à travers laquelle on pouvait lire leurs pensées. Et donc, tout allait bien. C'était un moment un peu idyllique. Et à cause d'une rivalité, comme les Grecs aiment l'imaginer, entre deux dieux en colérique, on a fermé cette fenêtre. Et ce que dit Stern dans Tristan Shandy, c'est que, en fait, la lecture permet de réouvrir cette fenêtre.
en fait. Je peux savoir ce qui se passe dans la tête d'un esclave grec par le récit comme on fait chez Yourcenar. Je peux savoir ce qui se passe dans l'esprit d'une femme en lisant Virginia Woolf. Et c'est ce mystère de la lecture, je trouve qu'on a magnifiquement entendu tout à l'heure. Et c'est une notion que j'aime beaucoup dans votre livre, quand vous évoquez l'empathie, justement. Est-ce que la lecture peut générer chez nous par rapport au sentiment de l'empathie ? Alors, on a vraiment fait de l'empathie une manière de faire de la politique au XXIe siècle. Peut-être un peu abusivement, peut-être à la place, finalement, des idéologies. Mais en tout cas, effectivement, on a dit que c'est grâce à l'empathie que les sociétés existaient. Sans empathie, disons, sans capacité à se projeter dans autrui et considérer que autrui est un autre soi-même. Et je crois que la littérature, par l'acte de lecture, nous apprend que autrui est toujours un autre soi-même et qu'on peut, à ce titre-là, l'accueillir au moins mentalement. Et lire, c'est vivre d'autres vies que la nôtre, que la mienne, pour paraphraser. Oui, alors évidemment, c'est le grand motif, la grande formule qu'on emploie pour la littérature, au point d'ailleurs qu'on a pu la condamner parce qu'elle nous faisait vivre des choses potentiellement dangereuses. On entendait ça aussi. Hein. La lecture peut être troublante, elle peut gêner. Et effectivement, on a le procureur Pinard en a beaucoup voulu à Flaubert de permettre aux femmes de se projeter dans la tête d'une femme adultère, en considérant que ce n'était pas bien du tout et que si elles restaient dans la prison mentale qui était la leur, elles seraient moins susceptibles de tentation. Donc effectivement, ça pose toute une série de questions morales et c'est autant un agrandissement de l'âme, effectivement, que l'accès à de nombreux dangers, de nombreux heureux dangers, sans doute. Alors, on va repartager ensemble un petit questionnaire. Vous l'attendez tous, elle a su créer un style en imposant le sien. La presse l'a même déjà consacré Madone du spleen, chaque dimanche sur France Inter. Eva pratique la consolation par les arts et collecte pour nous les remèdes à la mélancolie des personnalités qu'elle reçoit. Ce soir, elle nous donne ses remèdes à elle et nous parle de la place unique qu'occupent les livres dans sa pharmacopée. Aux petits mots, les grands remèdes. Prescription garantie. Je vous demande d'accueillir maintenant mademoiselle Eva Bester. C'est là. Eva, merci d'être avec nous ce soir pour partager votre grande passion pour les livres. Alors, le micro arrive. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Ok. Bienvenue sur cette scène. Je vois que vous avez prévu des petites lectures. Alors, on va commencer par la question augurale, qui est quelle lectrice êtes-vous, Eva Bester ? Je lis tout le temps. Je suis une lectrice compulsive. Partout ? Partout, tout le temps, dans le métro, dans les transports, dès que j'attends quelque part dans une salle d'attente, chez les gens, quand ils me disent « Attends-moi 2 minutes, je vais chercher un truc dans le placard », je lis, parfois pendant qu'ils sont à côté de moi. Quand je vais chez des gens et qu'il y a une bibliothèque, je regarde la bibliothèque pendant toute la soirée et ça m'intéresse plus que tout le reste. Donc c'est pas très poli, mais oui. Pour vous, lire, s'il fallait juste garder un mot, une phrase, pour vous lire, c'est quoi ? C'est vital, ça. C'est une raison de ne pas se suicider. Alors, le suicide, dans l'enfance, je ne sais pas, mais votre premier souvenir avec les livres, le premier moment peut-être où ils vous ont sauvé ? J'ai eu la chance d'être dans une école primaire publique qui emmenait les classes à la bibliothèque municipale. Et on allait dans le rayon jeunesse. Et pour moi, c'était un paradis. Je trouvais ça extraordinaire de me dire qu'on pouvait prendre tous les livres comme ça, gratuitement, des livres auxquels on n'aurait jamais pensé, puisque c'est pas tributaire de l'actualité des sorties, et on découvrait des trésors. Et c'est une habitude que j'ai gardée toute ma vie. J'ai toujours une carte de bibliothèque et je suis tout le temps fourrée là-bas. Je trouve que c'est une des meilleures inventions. Et vraiment, si vous n'avez pas de carte de bibliothèque, je vous encourage à le faire. C'est vrai que c'est important et je sais que vous avez cet amour très fort pour les bibliothèques. Qu'est-ce qui vous a séduit dès le début, dans l'acte de lire ? Le fait de voir d'autres gens avec des démons sans être trop éclaboussés, être un peu diverti de soi, extrait de soi, et voir... Oui, voilà, en fait, on a les meilleurs côtés du monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Le réel est dégueulasse, on le sait tous. Et puis dans les livres, c'est embelli, c'est transcendé, alors c'est quand même chouette.
crois qu'il y a un livre qui vous a marqué plus que tout. C'est peut-être le premier, je crois qu'il vous marque encore. Donc quel est le premier livre qui vous a marqué? C'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Je l'ai lu quand j'avais 10 ans à peu près. J'ai écrit mon mémoire dessus à la fac d'anglais. Et en fait, il m'a marqué. Je crois qu'il a ruiné ma vie, ce livre. Parce qu'en gros, dans ce livre, on vous explique qu'à 20 ans, vous êtes vieux et que la vie est terminée. Et en fait, j'étais fascinée par Dorian, qui est pourtant assez détestable et quand même une tête à claque, mais il prône un nouvel hédoniste. Et pendant tout le livre, il recherche un nouvel hédoniste. Il veut que le plaisir soit sa quête perpétuelle. Et pendant des années, je recherchais ça, en fait. Et bon, ça ne marche pas, je vous raconte la chute. Ne le faites pas, parce que c'est évidemment destructeur, mais c'était très excitant. Et voilà, ça m'a jamais quitté, ce livre. Est-ce que vous avez eu d'autres grandes rencontres littéraires, peut-être moins destructrices ou pas d'ailleurs? Moi, j'aime bien les gens un peu abîmés. Alors, oui, j'en ai eu plein. J'ai eu John Fante, donc je suis très contente qu'il ait été cité et lu. Et justement, La route de Los Angeles, c'est un de mes romans préférés. Je vous encourage à le lire aussi. C'est son premier roman, et en fait, personne ne voulait l'éditer. Et puis, c'est grâce à Bukowski que finalement, il a pu être édité après ses romans postérieurs. Et il fait très chaud, pardon. Et puis, Flaubert, sa correspondance, Madame Bovary, Les Mille et une nuits. On en a parlé, oui. Les Mille et une nuits, vraiment, dans la traduction d'Antoine Galland, qui était un prêtre assez prude, mais c'est la traduction la plus poétique et celle que je préfère. Il y en a eu plein. Pas Bukowski, parce qu'en fait, Bukowski, je l'adore, c'est un de mes chouchous, mais il est très inégal, parce que bon, il était quand même la plupart du temps totalement sous, et ça se sent, c'est pas une plume étincelante. Il est très rigolo, en revanche, c'est quelqu'un avec qui passer une soirée. Et j'en oublie. On va en trouver d'autres. Qu'est-ce que vous trouvez dans les livres que vous ne trouvez pas ailleurs? Je crois au champ des possibles dans la littérature, et pas du tout dans le réel. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un de très optimiste, comme on peut le constater. Oui. Est-ce que vous relisez les livres que vous avez aimés? Et si oui, lesquels? Alors en fait, il m'arrive de les reprendre et de lire des petits bouts en me disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien !» Mais souvent, je préfère lire d'autres livres parce qu'il y a tellement de livres que je dois lire absolument avant de mourir que j'ai pas le temps. Enfin, je suis très angoissée à cette perspective. Vous pourrez peut-être emporter la liseuse. Oui. Je sais que vous l'emmenez déjà sous la douche. C'est vrai. Votre littérature favorite? J'en ai pas. Je peux autant lire des livres pour enfants que des bandes dessinées, que des romans, que des essais. En ce moment, je lis un essai de Michel Vinocq sur la décadence. Il est passionnant. Je lis aussi Stephen King, La part des ténèbres, que je lis par petits bouts puisque je le lis quand je dois pas le lire pour l'émission ou pour autre chose. Donc je crois que je suis dessus depuis des mois. Et c'est pas hyper bien écrit d'ailleurs, celui-là, alors que Misery est un chef-d'œuvre. Celui-là n'est pas super bien écrit, mais l'histoire est folle et donc ça me divertit beaucoup. Et donc vous lisez plusieurs livres en même temps? Ouais, plein. Beaucoup? Beaucoup. Tout le temps? Tout le Mélangé? Oui. Les livres que vous aimez offrir? Un livre ou Il y en a deux systématiquement. J'offre toujours Carou de Steve Tezisch. C'est ma dernière claque en littérature depuis ces 10 dernières années. On peut raconter peut-être un petit peu. Carou, c'est l'histoire d'un scribe doctor qui est un homme égoïste, vil, qui déteste l'intimité, qui ne supporte pas son prochain, qui a un fils qui aimerait avoir plus de rapport avec lui et lui vraiment le fuit de toutes les façons possibles. Et puis un jour il pense qu'il y a une rédemption possible au fait d'être un monstre, et en fait ça va être pire peut-être, je sais pas. Non mais c'est formidable, c'est à la fois très très drôle et c'est une tragédie moderne aussi grand qu'un Shakespeare. Enfin, c'est un ovni, c'est un livre unique, très fort. C'est une claque, pour moi c'est une claque, c'est vraiment rare que j'ai des claques récemment parce que je lis tout le temps, je me sature un peu. Il y a un texte de Schopenhauer, un de mes chouchous, toujours des rigolos, qui dit que c'est totalement stupide de lire tout le temps, de se saturer de lecture, parce qu'en fait, normalement, pour vraiment être enrichi par la lecture, il faudrait lire et ensuite ne rien faire pour prendre le temps de décanter. Moi, j'avoue ne pas faire ça, mais voilà, Schopenhauer, bon, si jamais vous avez encore un peu d'espoir, lisez Schopenhauer et puis ça devrait régler le truc. En même temps, vous lisez des pas rigolos, mais ça vous fait sourire du coup. Donc parce qu'ils sont très très drôles. Sioran, un de mes chouchous. Sioran est très drôle. Très drôle. C'est connu. Sioran est très très drôle. Houellebecq est très très drôle. Schopenhauer est très très drôle. Alors, est-ce que vous avez une citation peut-être d'un de ces auteurs à partager avec nous? Alors oui, c'est Sioran. Que faites-vous du matin au soir? Et il répond: je me subis. C'est bon. On continue, hein. Avoir commis tous les crimes, hormis celui d'être père. Il est
ça ne sert à rien de se suicider car ça arrive de toute façon toujours trop tard. Mais sinon, il y en a une très belle, un peu plus poétique que j'ai notée parce que je la connais pas par cœur. Elle est magnifique. C'est dans Emma Bovary de Flaubert. Ouais. Et il fait rarement des métaphores ou des comparaisons, Flaubert, mais il y a une image qui m'a marquée pendant des années. Il parle c'est Justin, le commis de Homais, qui est le pharmacien très fat et content de lui du roman. Et en fait, son commis fait une syncope, il s'évanouit. Et à ce moment-là, il dit, je vous ai noté la phrase parce que j'allais la dire beaucoup plus mal, la syncope de Justin durait encore et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique pâle comme les fleurs bleues dans du lait. Je trouve ça magnifique comme image. Je pensais que c'était joyeux. Mais... Oui. Alors, quel est le livre que vous emmèneriez absolument partout avec vous? Alors, il est un peu gros, donc ce serait pas très pratique, mais ce serait Les Chroniques de la montagne d'Alexandre Vialat, qui était un journaliste auvergnat qui, chaque semaine, courait pour donner sa chronique au train pour le journal de la montagne. Et c'est une encyclopédie vivante mélangée à la plume d'un enchanteur. C'est le maître de Pierre Desproges. Pierre Desproges lui a copié dessus. Il a la drôlerie, la fantaisie de Pierre Desproges, mais avec plus de tendresse quand même. Il a quand même une mélancolie, évidemment, mais je le trouve moins misanthrope, moins cruel. Enfin, il peut assassiner d'une phrase, évidemment, mais on apprend tout dedans. C'est-à-dire la condition que lui avait imposé le journal, c'était qu'il pouvait parler d'absolument tout chaque semaine, mais pas de politique. Et donc chaque semaine, il parle d'un livre, d'un film, d'un pelage d'oiseaux, des étoiles, d'une façon de planter un légume, du subjonctif imparfait. Et tout devient fascinant sous sa plume. Les Chroniques de la montagne, c'est édité chez Bouquin, c'est merveilleux. Lire, ça entretient la mélancolie ou ça la répare, ça la soigne? Moi, la lecture, ça m'extrait vraiment de moi, donc c'est toujours un remède à la mélancolie. Toujours. Est-ce qu'il y a un personnage romanesque dont vous êtes tombée amoureuse? Dorian? Alors, non, pas Dorian, j'ai envie de le gifler. Lord Henry, qui est dans le portrait de Dorian Gray, c'est un dandy, c'est vraiment la définition du dandy. Il a tout le temps des mots d'esprit, il est insupportable, on peut pas compter sur lui, enfin voilà, on l'adore. Long John Silver dans L'île au trésor de Stevenson, pareil. Et puis Arturo Bandini, le double romanesque de John Fante, pour son romanesque, sa fantaisie. Mais lui, il est plutôt lâche comme personnage. Vous lisez partout. Est-ce qu'il y a quand même un endroit préféré pour lire? N'importe quoi d'horizontal. Donc la position, c'est horizontal. Ah oui, allongé. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir à partager avec nous d'un moment de lecture, un livre et un moment, un souvenir qui peut être récent ou plus ancien, qui s'inscrit dans un paysage? Non, j'en ai pas parce que comme je lis tout le temps, il faudrait que je vous raconte toute ma vie. Non. Alors chez vous, quelle est la place des livres dans votre maison? Alors, il y a que des livres partout. Je suis envahie. D'ailleurs, je cherche un appartement si jamais quelqu'un... Je le savais, c'est pour ça que j'ai lancé le... Si quelqu'un a un appartement où on n'entend pas ses voisins, ça m'intéresse. Je sais que ça se fait pas. Mais je peux pas le faire dans mon émission, ce serait pire. Donc c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment. Comment on peut vous contacter alors? On peut me contacter sur Twitter, on peut me contacter sur le site de Remède à la mélancolie. Eh ben génial. Peut-être que ça va servir. Je ne m'attendais pas à cette requête, mais... Pardon. Mais c'est parfait. Alors, votre bibliothèque est rangée à un ordre et si non. Oui, comment? À une période, j'ai eu le désir utopique de la ranger. J'ai fait ça un peu par taille. Et puis, il y a trop de livres, il y en a partout. Il y en a à côté de mon lit, il y en a sur tous les meubles, il y en a partout. Du coup, Non. On ne range plus. Une pièce sans livre. Vous disiez quand j'arrive, je regarde tout de suite la bibliothèque et même que ça. Une pièce sans livre, je trouve ça hostile, terrifiant, terrible. Terrible, ouais. C'est pas possible. Non. On l'a un peu dit, mais pensez-vous qu'un livre puisse du coup changer une vie? Est-ce que vous... Pardon. Bah non, c'est... Et à part Dorian Gray, quels sont les livres qui ont changé votre vie? Sans tous les citer, mais vraiment qui ont marqué un... Alors moi, c'est vraiment des livres qui m'ont handicapée dans la vie plus tard. Alors je ne sais pas si je peux vous les recommander. Oui, parce que ça fait un peu recommandation. Alors il y en a un, c'est... Je crois que c'est... Non, c'est L'apprentissage de la ville de Luc Dietrich, qui est un livre très méconnu. Et c'était
Et c'est un peu une bande en commun avec Gurdjieff, qui était un homme un peu ésotérique qui a fait une sorte de secte, si on le voit du mauvais côté, et du bon côté, qui a détruit des hommes en leur disant qu'ils étaient des merdes, mais qu'ils pouvaient être un meilleur homme. Et certains ont réussi, d'autres se sont suicidés. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Fragment d'un enseignement... Quelqu'un là ? Ouspensky, Fragment d'un enseignement inconnu. D'un monde inconnu. Merci. Fragment d'un enseignement inconnu d'Ouspensky, où en fait on a toute la théorie de Gurdjieff. Tout n'est pas bon à prendre, mais il y a une chose qui m'a marqué toute ma vie, c'est que dedans il dit qu'il faut se donner des rendez-vous à soi. C'est-à-dire qu'on est tout le temps interrompu par les choses de la vie, par son prochain, tout ça, et on se donne rarement des rendez-vous à soi. Et voilà, c'est une idée qui m'a accompagnée et me fait sentir totalement inférieure. Est-ce qu'il y a un auteur avec lequel vous aimeriez entretenir une longue correspondance ? Dostoïevski, Flaubert, Oscar Wilde et Jean-Pierre Martinet, qui a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Jérôme. Il s'est suicidé après parce qu'en fait, c'est un... en fait... On va réintituler la soirée. Oui. Remède au bonheur. En fait, Jean-Pierre Martinet, si vous ne le connaissez pas, découvrez-le. Et si vous n'avez pas peur des choses trop sombres, parce que c'est très sombre, il voulait faire du cinéma, il a échoué dans à peu près tout. À 40 ans, il est retourné vivre chez sa mère, il était très alcoolique, il a ouvert un kiosque à journaux, puis il s'est suicidé. Il a écrit entre-temps Jérôme, un livre d'une noirceur absolue, où vraiment, Topor est un court-métrage à côté, c'est vraiment dérangeant, mais c'est savoureux, et c'est vraiment un cri désespéré d'amour, quoi. Enfin, pour moi, mais... Alors justement, le livre qui vous a parlé d'amour. Qui m'a parlé d'amour. Ouais. Alors moi, je pense plutôt à Remède à l'amour d'Ovide, ouais. C'est pour guérir d'un chagrin d'amour. Voilà, en fait, Ovide, au début de sa vie, il croyait en l'amour, comme beaucoup de gens. Bon, alors il a fait l'art d'aimer, puis après il s'est fait larguer, donc il a fait Remède à l'amour. Et il est vraiment, vraiment pas tendre dedans. Il donne des astuces pour s'en remettre plus vite. Alors, on va quand même essayer de trouver des petits remèdes. Le livre Pansement pour un chagrin d'amour, vous l'avez. Remède à l'amour de Remède à l'amour. Le livre Antidépresseur. Un seul. Antidépresseur, c'est possible. Alexandre Vialat. Le Chronique de la montagne. Réparateur. Si vous en entendez parler, communiquez-le moi. Un livre pour comprendre le monde. Alors, le dictionnaire et Journal d'un curé de campagne pour voir la noirceur du monde, mais bon... non, attendez, je vais vous dire un truc quand même plus positif. Non, le dictionnaire, ça me paraît pas mal. C'est pas mal. Le livre pour amuser la libido. J'ai entendu parler de ce concept, mais non. Ça marche pas. Le classique indispensable. Madame Bovary, Flaubert. Le bijou méconnu, vous en avez partagé quelques-uns avec nous. Jérôme de Jean-Pierre Martinet. Ouais. Si vous aimez l'absurde, parce que moi c'est ce que j'aime particulièrement, les nouvelles polonaises de Sławomir Mrożek, qui est le roi de l'absurde en Pologne. Il a fait des nouvelles du théâtre. Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán, c'est un espagnol, c'est formidable, c'est un des premiers romans de dictateur et c'est vraiment un bijou. Un titre de livre préféré ? De l'inconvénient d'être né de Sioran. Qu'on retrouve sur la photo de l'exposition. La photo où j'ai la tête de psychose. Ouais. Je laisse à chaque fois l'effet, vous voyez, sur vos réponses. Il fait chaud. Il fait très 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 chaud. J'ai mis une chemise très très épaisse. Je vois que vous avez amené un petit texte, vous vouliez peut-être partager une petite lecture avec nous. Alors j'en parle souvent à la radio ou dans les librairies quand il y a des rencontres, mais donc je suis désolée pour ceux qui vont déjà assister à des rencontres, je vais me répéter. Il y a une des grandes rencontres littéraires que j'ai faites, c'est Danil Harms, c'est un Russe, c'est le précurseur de l'absurde en Russie. Il est né en 1905, il est mort en 1942. À l'âge de 36 ans, en détention, parce qu'évidemment, le parti soviétique l'avait pris pour un ennemi alors qu'il ne l'avait jamais critiqué de son vivant.
Et en fait, de son vivant, on a publié quelques poèmes et un livre pour enfants, et sinon toute son œuvre, qui est vraiment monumentale, toute sa poésie, ses pièces de théâtre et surtout ses nouvelles ont été publiées officiellement en Russie en 1988. Donc il a fallu attendre bien après sa mort, puisqu'il est mort en 1942. Et il a fait des petites nouvelles absurdes, noires évidemment, parce que bon, ça reflète bien les années 30 en Russie, ce climat de délation, on partageait les appartements, on ne croyait pas trop en son prochain, tout ça. Et voilà, en fait, c'est des petites nouvelles absurdes. Par exemple, je sais pas, le début d'une, ça c'est un de mes trucs préférés. Il est avec une amoureuse et il dit juste « Nous étions étendus sur le lit, elle était du côté mur, surélevée, et moi j'étais du côté de la table. À mon sujet, on ne peut dire que 2 mots. Oreille décollée. Elle savait tout. » Voilà. Ça, voilà, j'adore. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris... Je vous lis quoi ? Ouais, on a un peu de temps. Alors, à propos de Pouchkine. Il est difficile de dire quelque chose de Pouchkine à qui ne sait rien de lui. Pouchkine est un grand poète. Napoléon est moins grand que Pouchkine. Et Bismarck n'est rien du tout à côté de Pouchkine. Et Alexandre Ier, II et III ne sont que des bulles de savon en comparaison de Pouchkine. Et tout le monde n'est que bulles de savon en comparaison de Pouchkine, mais en comparaison de Gogol, c'est Pouchkine qui est une bulle de savon. C'est pourquoi, plutôt que de Pouchkine, je vais parler de Gogol. Mais Gogol est si grand qu'il est impossible de dire quoi que ce soit à son sujet. C'est pourquoi je vais quand même parler de Pouchkine. Mais après Gogol, parler de Pouchkine est un peu offensant. Et de Gogol, impossible. C'est pourquoi je préfère ne rien dire du tout. Voilà, il y a ça. Ça, j'adore. Et je vous en ai sélectionné un autre. Fable. Oui, donc c'est une petite fable. Un homme de petite taille déclara « J'accepterai n'importe quoi à condition d'être un tout petit peu plus grand. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'en regardant devant lui, il vit une fée. « Que veux-tu » dit la fée. Mais l'homme de petite taille reste cloué de peur sans oser dire un mot. « Alors » dit la fée. Mais l'homme de petite taille reste là sans rien dire. La fée disparut. Alors l'homme de petite taille se mit à pleurer et à se mordre les doigts. Il se rongea d'abord tous les ongles de la main, puis ceux des pieds. Lecteur, réfléchis bien au sens de cette fable et tu ne te sentiras pas très bien. Merci. Bah non, mais merci à vous. Merci Eva Bester. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors Alexandre, vous avez encore entendu plein de choses là avec Eva Quelle Bester. étrange forme de vie on peut habiter avec des livres, en effet. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui ressort, de toutes ces émotions quand on parle finalement des livres qu'on aime, qu'on partage comme on le fait ce soir autour de la lecture? J'aime beaucoup qu'elles soient contradictoires. En fait, il y a alors moi je ne vais pas être pédant, mais il y a une théorie qui me trouble beaucoup, qui est ce qu'on appelle le paradoxe des émotions négatives. Et en fait, on a entendu avec Eva Bester, c'est une question qu'on se pose, qu'on s'est posée, qu'un grand philosophe s'est posée lorsqu'il s'est demandé comment peut-on éprouver du plaisir à lire La mort d'Anna Karénine. Comment peut-on éprouver du plaisir à lire Elle citait Oscar Wilde. Oscar Wilde disait que la mort de Lucien de Rubinstein était le pire moment de sa vie. Et je crois qu'on a entendu très, très, très joliment dit ce rapport un peu masochiste qu'on a avec ces lectures un peu crucifiantes à la suivante, etc. Donc c'est au fond ce paradoxe de ces émotions qu'on va trouver très négatives en lecture, qu'on va rechercher. Et pourquoi les recherche-t-on? Est-ce qu'elles nous font du bien? Est-ce qu'on les transcende? Est-ce qu'on les répare? Est-ce qu'on les oublie? Est-ce qu'on les transmet dans le plaisir? Ça, je crois que c'est un grand mystère. Et c'est pas ce soir que je vais vous donner une réponse. Et les effets sont différents finalement chez chaque lecteur, parce que c'est à chaque lecteur. Ah oui, alors c'est pour ça que il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Marcel Schwab qui disait que le lecteur écrivait entre les lignes. En fait, un lecteur, il a la liberté de se projeter dans le personnage d'un méchant. Il n'est pas obligé de se projeter dans le personnage sympathique. Le lecteur, il peut se projeter dans le point de vue d'un animal. Il y a une liberté absolument extraordinaire. Ce qui fait que, de ce point de vue-là, l'auteur est parfois un peu impuissant aux lectures qu'on peut lui proposer de son texte. Et le fait de partager comme ça, ce que je disais, ensemble, dans une salle, un peu la venue de la littérature sur la scène, ici on est sur une scène littéraire à la Maison de la Poésie, est-ce que ça change des choses? Vous remarquerez que cette activité soi-disant solitaire qu'est la lecture, en fait, on adore la partager.
En fait, c'est comme un film. Hein. C'est après avoir vu un film, on aime donner son avis. Et effectivement, les lecteurs sont toujours en attente de partage. D'où cette mode extraordinaire des clubs de lecture, d'où Babelio, d'où tous ces sites où on est toujours en train de commenter. Et très rapidement arrive également le jugement critique. Hein, on va se détacher et on va pouvoir défendre un auteur. On a entendu plein d'auteurs, moi j'avais jamais entendu. Moi j'ai une liste de lecture, reading list, hein, comme on dirait maintenant, et on va constituer comme ça des piles de lecture aussi. Enfin, il y a tout un vocabulaire maintenant des grands lecteurs qui se développent beaucoup, avec aussi ce phénomène qui est les booktubeurs ou les booktubeuses, de la lecture un peu compulsive, dans une époque soi-disant obsédée par Internet, la communication immédiate. Quel étrange phénomène. Je crois que c'est une sorte de contrepoison, en réalité. Dans un moment où on est tout le temps assigné à répondre, où nos téléphones portables vont sonner ou nous déranger tout le temps, la lecture est une protection, un asile, un espace qu'on arrive encore à protéger. Et je crois que c'est pour ça que c'est toute la valeur dans un monde d'autant plus agité. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a entendu pas mal ce soir aussi, c'est que lire, c'est à la fois être seul et en même temps être avec plein de monde en même temps. Barbara, tout à l'heure, n'arrivait pas à dormir dans son Libreton. Et finalement, Internet, c'est ça aussi, c'est pouvoir s'isoler tout en restant connecté. Peut-être ça va dans... Il y a différents moments. Il y a un moment, je pense, de la solitude, puis il y a un moment, effectivement, où il y a forcément un moment de partage. Rares sont les lecteurs qui n'aient pas besoin de partager ce qu'ils lisent, en effet. Et vous alors, Alexandre, quel lecteur êtes-vous ? Moi, j'ai parfois moins le temps de lire que celui d'écrire, en fait. C'est un vrai souci, c'est que je suis plutôt quelqu'un qui écrit tout le temps. Mais je reçois beaucoup de livres, je suis aussi un peu critique littéraire, mais je lis très, très, très vite, parce que très vite, j'ai envie d'écrire. Donc la lecture fabrique un besoin de rédiger un poème, de rédiger une note, de rédiger un papier, de théoriser. C'est une autre maladie, peut-être, que celle qui va faire transformer en permanence ce qu'on lit en quelque chose qu'on a envie de produire. On va encore accumuler des livres que personne ne lira, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais passer au prochain questionnaire avec une invitée. Notre dernière invitée est une chasseuse de muses. Après s'être plongée dans la vie et dans le cœur de l'écrivain Françoise Sagan pour son roman Sagan 54, elle vient de publier Gabrielle aux éditions Stock, un très beau livre coécrit avec sa sœur, Claire, sur leur arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet-Picabia, muse artistique et féministe. Sous sa plume, les femmes sont inspirantes. Nous allons découvrir maintenant celles et ceux qui l'inspirent, elle, côté lecture. Je vous demande d'accueillir notre dernière invitée, Anne Verest. Là. C'est là pour vous. Mais on peut changer si vous voulez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci vous d'être là. Alors, première question, la question augurale que j'ai posée tout au long de la soirée. Anne, quelle lectrice êtes-vous ? Infidèle. Je peux lire plusieurs livres en même temps, en commencer un, le jeter. Il faut que celui qui remportera, c'est celui qui tiendra le plus mon attention. Le premier contact avec la lecture, le premier souvenir. Donc en fait, j'ai 5 ans et la mairie décide d'offrir aux enfants de l'école maternelle un livre avec lequel ils vont apprendre à lire en CP. Et il y avait plein de livres sur la table, et celui-là, je le vois, c'était sur la vie des vers de terre. Et quand je vois ce livre, j'ai une sorte de pulsion, et je me dis, c'est celui-là qui doit être à moi. J'ai appris à lire avec ce livre, et à 6 ans, je l'ai gardé, en me disant, un jour, j'aurai un enfant, et quand il apprendra à lire, je le lui donnerai. Et ma fille a 6 ans, et la semaine dernière, elle s'est endormie avec le livre sur les vers de terre. Bravo. Pour vous, lire, c'est c'est vivre d'autres vies que la mienne. le premier auteur que vous avez aimé. Alors, c'est le premier auteur qui m'a donné la notion d'auteur, c'est Roald Dahl. C'est-à-dire qu'en lisant Roald Dahl, j'ai compris que c'était la même personne qui pouvait écrire plusieurs livres différents. Donc c'est avec lui que j'ai découvert la notion d'auteur.
Et à part le ver de terre, quel est après le premier livre qui vous a marqué et le prochain que vous offrirez peut-être à votre fille? C'est un livre qui s'appelle Fantasia chez les Ploucs. Et alors, je l'ai lu dans la version enfant. C'est-à-dire que c'est un livre qui a été édité par la série Noire, qui est une histoire vue par un enfant d'un vol de diamants qui se retrouve sur un bikini d'une danseuse, d'une call girl, etc. Et moi, j'ai lu la version enfant. Et ce livre, c'est la première fois que je me rendais compte que je pouvais éclater de rire en lisant un livre. Et de me rendre compte que le pouvoir de la littérature, c'était celui de faire rire. Le premier auteur que vous avez passionnément aimé? Le premier auteur que j'ai passionnément aimé, je dirais que c'est un auteur dont je me suis dit qu'il fallait que je l'aime passionnément pour devenir une adulte. Et c'est Marguerite Duras. Mais j'avais 10-11 ans. Ouais. J'ai lu L'amant de Marguerite Duras à 10 ans. La même année où ma mère m'a emmené voir Sexe, mensonge et vidéo. C'était en 89, l'année de la palme. Et alors, le premier livre qui vous a parlé d'amour? Je pense que c'est celui-là, c'est-à-dire que oui. j'ai 10 ans et je lis une phrase qui est « la jouissance qui fait crier ». Et après avoir vu Sexe, mensonge et vidéo, je me suis dit, la littérature et le cinéma, c'est un truc fou. Alors, le livre que vous aimez offrir, est-ce que vous aimez offrir des livres? Est-ce que vous en offrez beaucoup? Oui, alors le livre que je préfère offrir, c'est un livre qui est le livre de cuisine d'Aristoclas. Aristoclas étant la femme de Gertrude Stein, et elle écrit un livre de cuisine qui est merveilleux. Et moi, j'ai une passion pour les livres de cuisine. Je n'aime pas cuisiner, mais j'aime lire dans mon lit des livres de cuisine et regarder les recettes. C'est vraiment une passion. Le livre que vous avez le plus relu, et pourquoi? Alors, c'est le journal d'un écrivain de Virginia Woolf, parce que quand je vais pas bien et que je lis son journal, je me dis, c'est comme une grande sœur. Je peux l'ouvrir à n'importe quel endroit, il y a quelque chose qui me parle et où je me dis, oh, elle est passée par là, elle a ressenti les mêmes choses. Les dernières lignes, si je m'en souviens bien, avant qu'elle se jette dans la mer avec des cailloux dans les poches, elle parle d'une recette au crabe. La recette. Le livre de cuisine. Oui. Le livre que vous emmèneriez absolument partout avec vous? Un dictionnaire qui contient tous les livres. Il y a beaucoup de dictionnaires. C'est vrai que les mots, c'est important. Et les définitions. Une citation? Alors, si je cherche la citation qui me... Je ne sais pas pourquoi. Il y a des phrases qui vous viennent, et celle-là, elle est depuis l'adolescence. C'est une citation de l'Écume des jours, qui est « Je passe le plus clair de mon temps à l'obscurcir parce que la lumière me gêne ». Le chef-d'œuvre que vous aimeriez relire pour la première fois, redécouvrir vraiment un livre, avoir ce plaisir? Les particules élémentaires. Michel Houellebecq. C'est un peu votre auteur préféré, non? La plus grande vertu de la lecture, selon vous? Pour moi, la lecture a cette vertu qui est d'abolir la mort. Parce que si je lis un livre de Montaigne, je parle avec Montaigne. Il n'y a pas de... J'ai accès à sa pensée, j'ai accès à son... sans qu'il y ait de... Il y a plus de une temps. Connexion. Voilà, entre... Voilà. Donc la lecture nous fait vivre avec les morts. Le personnage romanesque dont vous auriez pu tomber amoureux? Alors, ça va être incestuel, ce que je vais vous dire. Mais j'ai écrit un livre sur Francis Picabia, qui est mon arrière-grand-père. Ouais. Et en lisant le livre, en écrivant un livre sur lui, je me suis dit, s'il y a vraiment un mec avec qui j'aurais aimé vivre, c'est Francis Picabia. Et pourquoi il est romanesque? Parce qu'il est aussi un des personnages d'Aurélien d'Aragon. Et dans le livre, il s'appelle Zamora. Voilà. Et Zamora, dans le livre, c'est Picabia. Donc c'est un personnage de roman. Votre titre de livre préféré? Alors il y a un titre dont je me dis qu'il peut coller à absolument
tous les livres, de toute la littérature. Donc c'est vraiment le meilleur titre au monde. C'est la condition humaine. Est-ce que vous avez une situation de lecture, le souvenir d'une situation de lecture au sens un livre, vous êtes dans un endroit, un paysage, un souvenir doux de lecture? Je pense à un souvenir. Je crois que on peut le faire dans un train, on peut le faire dans une baignoire, on peut le faire partout. Mais l'endroit où c'est encore le plus doux de le faire, je crois que c'est dans un lit. Quelle est la place des livres dans votre maison, chez vous? Alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai été élevée par des parents un peu geeks. Ma mère est linguiste, structuraliste, élève de Chomsky, spécialiste des langues bantoues. Mon père est chercheur spécialiste de l'influence de la Lune sur les marées terrestres. Et j'ai grandi dans une maison où il y avait des livres dans toutes les pièces, absolument partout. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné, m'a étouffée. Et donc, chez moi, j'ai peu de livres. Mais une pièce sans livre du tout, pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est apaisant, finalement, peut-être, avec ce que vous Oui, dites. il y a cette chose de dire, quand on rentre chez quelqu'un et qu'il n'y a pas de livre, c'est terrible, etc. Et ben, moi, voilà, j'ai pas ce jugement parce que je dois dire que j'ai un endroit où il y avait trop de livres. Selon vous, en quoi les livres sont-ils essentiels dans nos vies, dans notre société? Pourquoi c'est si important de les défendre, même ici sur cette scène ce soir, d'en parler? En fait, je crois que les livres définissent notre société. Il y a eu une société d'avant les livres. On va bientôt vivre, bientôt, je sais pas, dans 100 ans, dans 200 ans, une société sans livres. Et donc, ce qui aura défini notre société, il y aurait eu l'homo faber, et nous, on aurait été l'homo, je sais pas, liber. Les livres nous définissent, nous, en tant que... Ici et maintenant, dans ce que nous sommes. Est-ce qu'il y a un auteur, alors vous avez parlé de Francis Picabia, c'est peut-être lui, mais avec lequel vous auriez aimé entretenir une longue correspondance? Avec Apollinaire. Ah. Alors on va passer aux prescriptions littéraires. Docteur Berès, le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Les particules élémentaires. Le livre Antidépresseur. Mon chien stupide. John Fante. Le livre Réparateur. La cloche de détresse. Sylvia Plath. Le livre qui régénère. L'éloge de la folie. Le livre qui vous bouleverse. Les caprices de Marianne. On n'est jamais aimé par la personne par qui on devrait être aimé. Le livre pour amuser la libido. Et ben, les poèmes à loup. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé de lire les 11 000 verges. Si. Mais au bout de 15 pages, c'est trop. Okay. Donc pour amuser la libido, c'est bien d'en rester au poème à loup. Le classique indispensable. Tout Hugo. Le bijou méconnu. L'âge d'or de Pierre Herbart. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est l'histoire d'un jeune homme qui, l'année de ses 17 ans, va découvrir la bisexualité. Et c'est paru en 53. Et la première phrase, c'est un truc du genre... ah ben voilà, j'ai un trou. À 16 ans, j'aimais les filles, et comme j'étais très beau, elles me le rendaient bien. Est-ce que vous avez un coup de cœur du moment? Un livre à nous faire découvrir, que vous voulez découvrir ou que vous relisez? Je suis en train de... J'ai rechigné à le lire, parce que tout le monde l'avait lu. Et c'est comme des films où tout le monde vous dit il faut lire, et vous avez... Et je suis rentrée dedans, et c'est une amie prodigieuse. Ouais, et de savoir que ce livre est si lu et si aimé m'a donné du courage. Le mot de la fin, s'il ne fallait garder qu'un mot, une phrase, pour vous les livres. Essentiel. Merci, Anne Berès.
la lecture. Félix Libris va revenir en scène. Merci Félix. Dans le bureau de notre directeur Ivan Petrovitch Semipalatov se trouvait un jour Galamidov, le régisseur de notre théâtre. Il parlait avec lui du jeu et de la beauté de nos actrices. Non, non, je ne suis pas de votre avis, disait Semipalatov en signant les mandats. Sophie Yourevna possède un talent puissant et original. Elle est si mignonne, si gracieuse, si ravissante. Alors, ce qui me ravit chez elle, c'est l'émoi, la palpitation de sa jeune poitrine quand elle dit les monologues. Quelle chaleur elle y met, quelle chaleur. À ces moments-là, dites-lui bien que pour elle, je suis prêt à tout. Excellence, voudriez-vous signer cette réponse à la direction de la police de Kherson concernant... Semipalatov leva son visage souriant et il aperçut debout devant lui Merdaïev, un de ses subordonnés. Merdaïev, les yeux écarquillés, lui tendait un papier à signer. Semipalatov se rembrunit, la prose avait coupé l'élan à la poésie au moment le plus intéressant. Oh, on aurait pu s'occuper de ça plus tard, vous voyez bien que je suis en conversation. Oh, que ces gens sont mal élevés, indélicats. Voyons, monsieur, monsieur Galaminov, vous disiez qu'il n'y avait plus chez nous de type à la gogole. Mais en voilà un. Qu'est-ce qui lui manque? Il est sale, il a les coudes usés, il louche, il se peigne jamais. Et regardez comme il écrit. De quoi ça a l'air? C'est bourré de fautes. Ça ne tient pas debout, il écrit comme un savetier. Non mais regardez. Oh oui, me dit Galamidov après avoir examiné le papier. En effet. Ah, vous ne devez pas lire beaucoup, monsieur Merdaïev. C'est inadmissible, mon cher, continua Semipalatov. J'en ai honte pour vous. Vous ne liriez même que des livres. La lecture, c'est très important, dit Galamidov. Très important. Vous lisez et vous constaterez tout de suite que votre horizon se transforme radicalement. Des livres, vous pouvez vous en procurer où vous voulez, chez moi, par exemple. Avec plaisir. Tenez, je vous en apporterai demain, si vous voulez. Remerciez monsieur, mon cher, dit Semipalatov. Merdaïev salua gauchement, remua les lèvres et sortit. Le lendemain, Galamidov revint au bureau avec un paquet de livres. C'est à ce moment-là que commence notre histoire. Les générations futures ne pardonneront jamais à Semipalatov son acte inconsidéré. On pourrait peut-être le pardonner à un jeune homme, mais à un conseiller d'État actuel, plein d'expérience, jamais. À l'arrivée du régisseur, Merdaïev fut appelé au bureau. « Tenez » lui dit Semipalatov en lui tendant un des livres qu'avait apporté Galamidov. « Lisez, mon cher, lisez attentivement. » Merdaïev prit le livre de ses mains tremblantes et sortit. Il était pâle. Il louchait et roulait des regards inquiets dans toutes les directions comme s'il demandait de l'aide aux objets environnants. Nous prîmes le livre et commençâmes à l'examiner avec précaution. C'était le comte de Monte Cristo. « Tu ne peux pas aller contre sa volonté, dit en soupirant notre vieux comptable, Prokhor Semyonitch Izoudilda. Essaie, mets-en un coup, lis-le petit à petit. Grâce à Dieu, ça lui sortira peut-être de la tête et tu pourras laisser tomber. N'aie pas peur, l'essentiel, c'est de ne pas approfondir. » Merdaïev enveloppa son livre d'un papier et s'assit et tenta de se mettre au travail. Mais cette fois, il n'y arrivait pas. Ses mains tremblaient, ses yeux louchaient de différents côtés. L'un au plafond, l'autre se l'encriait. Le lendemain, il arriva au bureau, les yeux gonflés de larmes. « Je m'y suis pris à 4 fois, dit-il. J'y comprends rien, c'est compliqué, c'est confus. » Au même moment, Semipalatov, qui passait le long des tables, s'arrêta devant Merdaïev et lui demanda « Et alors, vous avez lu le livre ?»« Je l'ai lu, Excellence. »« Ah, de quoi parlait-il, mon cher? Allez, racontez un peu !» Merdaïev leva la tête et remua les lèvres. « J'ai oublié, Excellence, dit-il au bout d'une minute. »« Mais ça veut dire que vous ne l'avez pas lu. Ou alors, je ne sais pas, vous n'avez pas lu attentivement. »
Vous avez lu comme un automate. Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Lisez-le encore une fois. D'ailleurs, messieurs, je vous le recommande à tous, lisez, lisez tous. Prenez des livres sur l'étagère de ma fenêtre et lisez, lisez. Parabolov, venez, venez, venez. Prenez un livre. Protkosev, venez aussi. Vous aussi, Smirnov. Hein, venez tous, messieurs, je vous en prie. Ils allèrent tous prendre un livre. Seul Prokhor Semyonovitch Poudilda osa élever une protestation. Il écarta les bras, hocha la tête et dit « Veuillez m'excuser, Excellence, plutôt la retraite. Je sais où ça mène, toutes ces critiques et tous ces ouvrages. Depuis qu'il s'est mis à lire, l'aîné de mes petits-fils traite sa mère d'imbécile. Et pendant tout le carême, il lampe du lait. Excusez-moi. » « Mais vous n'y comprenez rien, dit Semipalatov, qui avait l'habitude de pardonner toutes les impolitesses du vieillard. Mais Semipalatov se trompait. Le vieillard comprenait tout. Au bout d'une semaine, nous vîmes les fruits de la lecture. Protkosev, qui avait achevé le tome 2 du Juif errant, appela Prokhor Semyonovitch Poudilda jésuite. Smirnov se mit à venir au bureau en état d'ivresse. Mais la lecture n'agit sur aucun autant que sur Merdaïev. Il maigrit, se voûta et se mit à boire. Prokhor Semyonovitch Poudilda suppliait Merdaïev « Je prierai éternellement pour vous, demandez à son Excellence qu'il veuille bien m'excuser, je ne veux pas lire, je lis jour et nuit, je ne dors pas, je ne mange pas. Ma femme s'est épuisée à lire à haute voix, mais Dieu me damne, je n'y comprends rien. Sauvez-moi la vie !» Prokhor Semyonovitch Poudilda s'enhardit à plusieurs reprises jusqu'à avertir Semipalatov, mais ce dernier se contentait de lui répondre par un geste de dédain. En faisant le tour de ses services en compagnie de Galamidov, il leur reprochait à tous leur ignorance. Deux mois passèrent ainsi et toute cette histoire se termina d'une façon terrifiante. Un jour, Merdaïev, en arrivant au bureau, au lieu de prendre sa place, se jeta à genoux au milieu de ses collègues, se mit à pleurer et dit « Pardonnez-moi, chrétiens orthodoxes, je fais des faux billets. » Ensuite, il entra dans le bureau du directeur, se mit à genoux devant Semipalatov et dit « Pardonnez-moi, Excellence, hier j'ai jeté un enfant dans un puits. » Il se tapa le front par terre et se mit à sangloter. « Qu'est-ce que ça signifie » s'étonna Semipalatov. « Cela signifie, Excellence, dit Prokhor Semyonovitch Poudilda, en s'avançant avec des larmes dans les yeux, que son esprit bat la campagne. Voilà ce que votre Galamidov a fait avec ses bouquins. Dieu voit tout, Excellence. Et si mes paroles vous déplaisent, permettez-moi de prendre ma retraite. Plutôt mourir de faim que de voir des choses pareilles sur mes vieux jours. » Semipalatov pâlit et se mit à arpenter la pièce. « Je ne recevrai plus Galamidov, dit-il, d'une voix sourde. Et vous, messieurs, tranquillisez-vous. Je vois mon erreur à présent. Merci, vieil homme. » Et depuis ce temps-là, il ne se passa plus rien chez nous. Merdaïev se rétablit, mais pas complètement. Aujourd'hui encore, quand il voit un livre, il tremble et détourne la tête. Vous pensez un russe, hein? C'est Tchekhov, c'est Antoine Tchekhov. Dans des contes humoristiques, ce sont des écrits de jeunesse. Hein. Et c'est traduit du russe par Madeleine Durand et Édouard Parer aux éditions Le Temps des Cerises. Merci beaucoup, Félix, pour toutes ces lectures. Félix Idriss, merci. Alexandre, notre soirée touche à sa fin. Mais on a une petite invitée surprise. Qui s'appelle Madame Combesco. Est-ce que Madame Combesco est dans la salle? On va faire monter un peu le public sur scène. Est-ce qu'elle est toujours là, Madame Combesco? Ah ben la voilà. Christine Combesco, la plus fidèle spectatrice de la Maison de la Poésie et qui va un peu monter sur scène pour que le public monte un peu avec nous sur scène ce soir. Madame Combesco, est-ce que vos applaudissements? Je te laisse faire. Non, je donne ma place. Je te laisse. Allez-y, allez-y. On va... Du coup... Je vais me mettre sur le tabouret.
pour que vous puissiez échanger un petit peu. C'est Alexandre qui va parler un petit peu avec vous. On ne s'est pas présenté, on m'a juste dit que vous étiez la plus fidèle spectatrice de la Maison de la Poésie, et un hommage au fond à la vitalité de ce lieu. C'est ça? C'est vrai. C'est aussi pour ça que j'essaye de monter sur scène pour traduire, parce que je pense que derrière la lecture, il faut un ensemble de gens autour de soi qui nous permettent aussi. Et ce lieu qui est la Maison de la Poésie, non seulement sur le plan de la présence des équipes, auxquelles je crois beaucoup, et qui, quelque part, c'est comme un comité invisible pour les auteurs que j'admire. Il y a un ensemble de gens qui sont toujours en moi, quoi. Et la Maison de la Poésie, c'est non seulement j'y vais, j'y viens, j'y suis fidèle depuis des années, mais là, dans ce que m'offre la Maison de la Poésie, il y a une palette très importante d'activités qui sont, pour moi, nouvelles, à savoir que ça va depuis les revues que j'aime bien aussi, hein, puisque dans la lecture, ce que j'aime aussi, c'est un ensemble, ça veut dire depuis la présence du papier, la typographie, l'écriture, le bouquin, les éditeurs, les revues. Donc ici, dans la Maison de la Poésie, je suis heureuse. Et je pense que je vais aussi faire passer ce message auquel je tiens, qui m'habite entièrement. C'est la joie d'abord de venir ici, la joie de lire. Il y a une gaieté. Je sais pas, je fais partie d'une génération où nous aimions aller écouter Deleuze le week-end. Enfin, on n'avait que des cafés noirs et des cigarettes, mais on était heureux. Je veux dire que ce bonheur d'aller ensemble écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qu'on connaît, ou un texte, ici, à la Maison de la Poésie, cette joie-là, elle nous est offerte. Donc c'est pour ça aussi que j'ose monter là avec vous. Alors, comme vous êtes sur scène pour la première fois à la Maison de la Poésie, je vois que vous avez un petit livre, vous avez peut-être un ou deux textes à partager avec nous pour conclure joyeusement cette soirée. Oui, je vais vous choisir. Ici, dans la maison, on sait que j'ai des préférés aussi en poésie. Bon, quand même en littérature, puisque quand même on parle, je lis aussi beaucoup, aussi bien des essais philosophiques que des journaux. J'aime bien aussi la correspondance. Mais donc, dans mes grands auteurs préférés, pour un peu signifier ce que la lecture me provoque, Gracq, par exemple. Si vous prenez un Gracq, moi je dis pour quelques pages, vous vous envolez sur un tapis magique. Il y a une richesse de vocabulaire, et ça aussi je le recherche beaucoup dans les lectures. Donc moi je lis toujours aussi avec un crayon, il suffit d'avoir un crayon, un cahier, un carnet, et tous les mots que je trouve beaux, qui me séduisent, ou qui me font rêver, ou qui me font penser, ou qui creusent une pensée, je les note sur un petit carnet. Voilà. Et j'ai donc ce que Jacotet appellerait une semaison, comme la S-E-M-A-I-S-O-N. C'est cette idée-là que je garderai aussi pour la lecture, c'est de faire surgir des graines, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça s'éparpille, ça partage dans l'air, dans le ciel. Donc moi, la lecture, c'est un instinct de ciel. Je n'ai besoin autant que de voir le ciel ou d'avoir une fenêtre ouverte. Quand je descends en province, et que je vais travailler assez souvent, je demande une fenêtre qui s'ouvre sur le ciel, sur, si possible aussi les étoiles. Donc dans la défense partagée aussi, en plus de la Maison de la Poésie, je participe beaucoup depuis des années. On parlait de fidélité à la Maison de la Poésie, mais en règle générale, je suis fidèle aussi à des auteurs. C'est-à-dire quand j'ai découvert un auteur, je le suis, je regarde tout le temps qu'est-ce qu'il paraît, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il s'embarque là-dedans, pourquoi il fait autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire. Donc je vais chercher moi-même. Je n'ai pas été habituée à Internet, donc je garde cette habitude d'aller moi-même me motiver. Et le moteur de recherche, il est plutôt dans ma passion. Hein. Je me sens plus à l'aise dans cette forme-là quand même. Donc je vais jusqu'à défendre des éditeurs, des petits éditeurs de poésie, ou en littérature aussi. Et donc je vais, par exemple, tous les ans, je suis fidèle à Chambon-sur-Lignon. Et je dis ça parce que le décor, le ciel, les étoiles, les sapins. Et cette année, j'ai pu aussi dire, par exemple, un des poèmes que je connaissais de Rimbaud dans ma jeunesse, mais j'avais jamais osé, tellement c'était beau à prendre par cœur. Mais maintenant, c'est au crépuscule où j'en suis, où je réapprends avec plaisir et avec grande émotion.
Et j'ai pleuré l'autre jour quand je vois comment écrire un mot. Tout d'un coup, en plus des lectures que j'ai faites depuis des années, tout d'un coup, il y a un mot, il y a une association d'idées qui vient, que vous trouvez, que vous n'aviez pas trouvé avant. Et c'est un amour infini. Tout d'un coup, j'ai les larmes qui ont monté parce que c'était tellement beau. Et le titre de ce poème en prose, c'est « J'ai embrassé l'aube d'été ». Alors, est-ce que vous voulez nous réciter un petit poème pour finir cette soirée? Alors, j'ai embrassé l'aube d'été, rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte, les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà rempli de frais éclos, pardon. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au vaste orphale blanc qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai les voiles un par un. Dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncée au coq, à la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassai. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci.